Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Renforcer la résilience financière, comprendre le crédit, la dette et le rôle qu'il joue dans la violence conjugale entre partenaires intimes, présenté par Égalité des femmes en collaboration avec la commission FCNB. Nous vous rappelons que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré puis distribué aux personnes participantes. Un service d'interprétation sera offert par la séance d'aujourd'hui. Vous aurez le choix d'accéder entre l'anglais ou le français et je veux remercier nos interprètes Chrissy et Deborah d'être avec nous aujourd'hui. La zone de clavardage est activée afin que vous puissiez m'envoyer des commentaires directement en tant qu'hôte. Vous pouvez également soumettre vos questions aux intervenants à tout moment et vous pouvez les envoyer de manière anonyme. Aujourd'hui, on est chanceux d'avoir beaucoup de présentateurs qui vont partager leurs histoires. On a Roxanne McCarthy qui est survivante, Julie Shand Ryan de Tanya Shand Memorial Fund. Avec l'histoire de Tanya, on a Kelly McIntyre qui est la coordonnatrice violence de la part d'un partenaire intime et membre du service de police régional de Calibakis. On a Jamie Shaw de Égalité des femmes, M. Sol de FCNB. On a Tamara Kelly qui est directrice de One Change. Je suis AJ Ripley. Et je suis directeur des politiques des initiatives stratégiques. Nous sommes là pour faire avancer les droits et bien-être des femmes dans notre province. On a été créé avec une mission claire. L'égalité des femmes travaille sans relâche pour éliminer les obstacles systémiques auxquels les femmes sont confrontées tous les jours. Nous travaillons avec les départements, les ministères, les parties prenantes sur les questions liées à l'égalité des sexes. Nous traitons notamment, parmi de nombreux autres dossiers, l'équité salariale, violences sexuelles communautaires, coordination de la réponse du gouvernement aux problèmes des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, la violence conjugale et entre partenaires intimes, les soins de santé reproductive, les femmes dans des carrières non traditionnelles et beaucoup, beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'organiser conjointement ce webinaire avec la FCNB, la Commission et l'organisme de réglementation des services financiers et de consommation du Nouveau-Brunswick, responsable de l'administration et de l'application des dispositions législatives provinciales qui réglementent les valeurs mobilières, les assurances, les régimes de retraite, les caisses populaires et plus. Elle réglemente non seulement plus de 36 000 membres de ce secteur, mais elle s'efforce également de former cette dernière sur les droits et ses responsabilités, c'est-à-dire la population sur ses droits et ses responsabilités en matière de consommation et fournir des renseignements au sujet des compétences et les confiances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. La FCNB travaille avec de nombreuses organisations pour aider à améliorer la littératie financière au Nouveau-Brunswick. Vous le savez que le mois de novembre, c'est le mois de la prévention de la violence familiale visant à sensibiliser à la violence familiale et promouvoir des stratégies pour la prévenir. La violence familiale englobe diverses formes de violence, notamment la violence physique, émotionnelle, psychologique, sexuelle et financière. Et ça peut arriver au sein de la famille, dans les relations entre partenaires intimes ou même parmi les membres de la famille. Au cours de ce mois, et sur notre site web, l'égalité des femmes, et nous vous offrons des renseignements, des ressources et du soutien pour les survivants et les survivantes. Et je pense que quelqu'un va vous montrer les liens dans le clavardage. Novembre est également le mois de la littératie financière au Nouveau-Brunswick. Ça nous permet de promouvoir l'éducation et la sensibilisation financière. L'objectif principal, c'est d'aider les gens à prendre les bonnes décisions financières
y compris l'établissement d'un budget, de l'épargne, de l'investissement, gestion des dettes, etc. L'égalité des femmes, pensez que c'était important de vous créer un webinaire pour mettre en évidence le lien entre le mois de prévention de la violence familiale et le mois de la littératie financière. Grâce à nos différents intervenants aujourd'hui, vous allez apprendre davantage sur ces liens. Vous allez découvrir comment le stress financier peut être un facteur contributif important à la violence familiale. Vous allez également apprendre comment la littératie financière responsabilise les personnes et constitue une étape importante vers l'indépendance financière. Vous apprendrez également comment intégrer la littératie financière au service de soutien destiné aux survivants et aux survivantes de la violence familiale. Ces renseignements partagés peuvent constituer un déclencheur pour les gens qui assistent. Alors, à n'importe quel moment, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à accéder à ces ressources. Je vous présente maintenant notre première intervenante, Roxanne McCarthy, une survivante qui va nous raconter son histoire. Bonjour, merci AJ, merci à tous. Je suis vraiment heureuse d'être ici pour parler d'un sujet si important. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je suis survivante du côté financier. Alors, je vais simplement commencer. C'était des drapeaux rouges financiers comme si. Il m'a supplié d'obtenir un prêt pour lui permettre d'acheter une Harley Davidson. Tout a commencé par de la manipulation émotionnelle et du harcèlement. Je voulais pas céder sur le prêt. J'ai fini par pleurer seule au bord de la route. Quel était l'intérêt de m'épouser si nous n'avions pas l'intention de construire une vie ensemble et partager nos finances? En fait, j'avais oublié cette histoire jusqu'à ce qu'on me demande de parler de ça. Puis jusqu'à présent, j'avais même pas réalisé que c'est un drapeau rouge, un signe précurseur et un signal d'alarme pour ce qui est arrivé par la suite. On s'est mariés la dernière semaine de décembre. Le fiasco de la Harley s'était produit à l'automne, entre septembre et novembre. En janvier, il avait organisé le vol de sa propre voiture pour toucher de l'argent de l'assurance. C'était un énorme signal d'alarme. La fraude d'assurance ne faisait pas partie de mes valeurs fondamentales. Ma compagnie d'assurance m'a brutalement laissé tomber. Elle a indiqué que comme on a euh, comme on était mariés et avait demandé mes clés, il ne pouvait plus m'assurer. Je ne pouvais même pas imaginer que ces escroqueries pourraient me tomber dessus comme ça. On vivait dans un appartement miteux dans un quartier à haut risque. Tous ces facteurs étaient à mon nom. Ou les factures étaient à mon nom. J'étais responsable de paiement de toutes les factures. Je n'avais même pas d'idée de quelle était sa dette et comment le payer. Donc, combien de signaux d'alarme pouvez-vous compter là? On était bien loin d'un euh, quartier dortoir de la classe moyenne où j'ai grandi. Alors, j'avais un bon travail, un salaire correct, mais je ne pouvais pas payer toutes les factures. Le fardeau était tellement gros, mais lui avait aucune honte pour dépenser mon argent. On était de chaque de pays à l'autre. Cette situation était à l'origine de certains nombres de batailles, mais l'argent, c'était le moins de mes soucis, compte tenu des autres types de violences que je subissais. Alors, c'est ça. Donc, la violence familiale, la violence financière, finalement, j'ai compris que c'est ça de quoi il s'agissait. La première nuit, quand je l'ai quitté, je suis restée chez mes parents, puis lui me traquait. Je n'en avais aucune idée. Je ne pouvais pas prédire comment les prochaines 24 heures pouvaient m'effrayer. Il était obsédé par l'idée de me retrouver et m'appelait sans cesse. Il demandait où j'étais. Il exigeait de savoir. Quand je répondais plus à mon téléphone, mais il n'arrêtait pas de m'appeler. Alors, je trahis un peu mon âge parce que mon ami a enlevé la batterie de mon téléphone. J'avais donc un vieux téléphone où est-ce qu'on pouvait enlever ça rapidement. Donc, mon téléphone, quand je l'ai éteint, il a quand même essayé de m'appeler. Il a téléphoné à un téléphone confidentiel de mon ami. Et puis, il demandait si elle savait où je me trouvais, où était ma voiture. Alors, j'ai été idiote. J'ai couru dehors vers le stationnement. J'ai vu que la place était vide. Il avait pris ma voiture, ma carte bancaire avec. Avec ma carte bancaire, il avait vidé mon compte. Il avait tout pris, tout mon argent. Mon sol était à zéro.
Alors, j'ai remis la batterie dans mon téléphone. J'ai écouté tous ces messages interminables qui me menaçaient de me faire mal. Dans un des messages, il a donné le téléphone à un monsieur que je ne connaissais pas. Puis il me dit il m'attendrait dans mon lit et qu'il pouvait m'agresser à n'importe quel jour. Je savais que je devais aller à la police. Je pensais naïvement que la police pouvait récupérer ma voiture, ma carte bancaire et mon argent. J'ai appris qu'il ne peut pas voler de sa femme. Le vol entre époux n'existe pas. Donc, je devais me rendre à la banque, annuler ma carte bancaire et mettre en place de nouveaux passes et codes. J'ai tout perdu, mes possessions de la maison et je devais partir de zéro. Et au moins, j'avais la chance de recommencer à zéro. 2 semaines après, j'avais une nouvelle carte, mais il m'avait déjà volé un de mes chéquiers. Il a falsifié mon nom. Il a encore pris mon argent. Je suis retournée à la banque pour fermer toutes mes comptes et recommencer une nouvelle fois. J'avais plus d'argent, mais j'avais un travail. Je pouvais reconstruire ma vie. Donc, quelques mois après, avec de nouveaux comptes, de nouvelles coordonnées, un nouveau petit appartement dans une nouvelle ville, j'ai commencé à travailler pour guérir de la violence physique, sexuelle, émotionnelle et financière. Et malgré le traumatisme, j'ai ressenti de l'espoir. Et c'était jusqu'à ce que je sois informée des poursuites judiciaires contre moi. J'étais poursuivie en justice par cette ancienne propriétaire pour l'appartement que j'avais abandonné avec tous mes biens matériels et mon beau chien. Mon mari n'avait pas payé le loyer depuis mon départ et depuis la pression pour payer le loyer à atteint son paroxysme, il s'était coincé, il est parti la nuit sans un mot, sans laisser de nouvelle adresse. Il avait saccagé les lieux avant de partir. Le propriétaire me poursuivit pour perte de loyer et dommages-intérêts. J'étais terrifiée jusqu'à me souvenir que j'ai fait une bonne chose en partant. Puis souvenez-vous de ceci, j'ai été allée au bureau de médiateur des loyers et j'avais supprimé mon nom sur la partenaire. Cette démarche s'est avérée une petite bénédiction sur le plan financier. Il ne pouvait pas me poursuivre. Et j'étais avec lui 17 mois. J'avais 19 ans mis 19 ans pour m'échapper de lui. Alors, la stagnation des politiques gouvernementales qui visent à protéger les personnes est étonnante. Votre nom et votre salaire sont-ils affichés à la vue de tous? Les miens le sont. Et voilà l'abus financier que j'ai fait et merci de m'avoir parlé. Merci, Roxane. Merci de nous avoir partagé cette histoire. On l'apprécie beaucoup. Maintenant, on va tourner vers Jay Michaud. Et on va partager le PowerPoint. Parfait, merci. Et Jay, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamie Shaw, je suis conseillère en programme à égalité des femmes où je travaille de nombreux dossiers reliés à la violence entre partenaires intimes, dont le programme d'approche en matière de prévention de la violence conjugale du Nouveau-Brunswick. Je suis ici pour vous parler de la violence financière et de la maltraitance entre les relations intimes. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que la violence conjugale en général et ensuite j'approfondirai dans la violence financière et à quoi ça ressemble en particulier. La plupart des gens pensent que la violence entre partenaires intimes se manifeste toujours par de la violence physique comme un œil au beurre noir ou des ecchymoses. Mais enfin, à son centre, la violence entre partenaires intimes s'exprime essentiellement par la coercion et le contrôle exercé par une personne sur l'autre. Ce contrôle coercitif, c'est ça qui est extrêmement difficile c'est ça qui fait qu'il est extrêmement difficile de sortir d'une relation de maltraitance. Et puis, certaines personnes appellent ça la violence conjugale ou violence familiale. Il y a plusieurs façons de désigner ce phénomène dans le contexte de la violence familiale. Certains pensent aussi à la violence aux enfants ou à des personnes âgées. Mais aujourd'hui, nous parlons de violence entre adultes ou adolescents qui sont ou qui ont été en couple dans une relation intime. On parle aussi d'un pattern, la maltraitance de comportement menaçant systématique qui fait perdre à une personne son sentiment de sécurité, de dignité, de contrôle. J'ai mis le mot systématique ou systématiquement en caractère gras ici parce que
Le contrôle et la domination continue exercée sur une personne sont un aspect essentiel de la violence entre partenaires intimes et on va y revenir. Mais donc, la définition que je vais vous lire a été adoptée dans le cadre de la stratégie de prévention de réduction de la criminalité du Nouveau-Brunswick créée en 2012. Avant cette date, notre définition de la violence conjugale et entre partenaires intimes n'était pas cohérente. Cette définition a donc changé la façon dont le Nouveau-Brunswick envisage la violence entre partenaires intimes d'un point de vue juridique. C'est important pour les personnes qui ont affaire avec le système de justice, qui vont en cours, par exemple, devant le tribunal ou qui travaillent dans ce domaine. On parle de violence conjugale et entre partenaires intimes. Lorsqu'une personne qui est actuellement ou qui a été dans une relation personnelle intime utilise ou se sert d'un comportement de maltraitance, menaçant, harcelant ou violent pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l'autre personne dans la relation. Je sais que c'est une définition assez longue, mais ici, tous ces éléments sont des morceaux importants de l'ensemble. Nous devons nommer tous ces comportements, particulièrement lorsqu'il s'agit de définitions juridiques. Et je reviendrai sur chacun de ces éléments dans quelques minutes, mais je tiens à m'arrêter sur la partie italisée au début, la définition de la violence entre partenaires intimes qui peut s'appliquer à un conjoint actuel ou ancien. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un conjoint actuel d'une personne. Ce qui est important, c'est qu'il avait été dans une relation intime à un moment donné. Alors, maintenant, le contrôle coercitif, c'est quoi? C'est essentiel de comprendre ça pour nous aider à comprendre comment le cycle de violence entre partenaires intimes fonctionne. Une fois de vue, c'est un comportement de maltraitance systématique qui peut consister à blesser, menacer, surveiller, exploiter, isoler, humilier, intimider et dominer l'autre personne. Certains de ces comportements peuvent être très subtils. Ces comportements peuvent faire craindre à la victime d'être blessée physiquement, même lorsqu'il n'y a pas de violence physique. Il peut aussi mener à la violence physique, y compris à l'homicide. Le contrôle coercitif a un effet négatif sur l'estime de soi d'une personne, sur sa santé mentale et sa capacité de fonctionner et d'exercer des activités quotidiennes. Par exemple, se lever, manger, faire des tâches ménagères, aller travailler, s'occuper des enfants, prendre des décisions, toutes ces choses-là. La victime d'un contrôle coercitif peut devenir dépendante, vivre dans la peur ou se retrouver isolée, se sentir isolée. La violence peut se manifester de plusieurs façons dans une relation. Je vais vous expliquer certaines de ces façons, mais ce n'est pas une liste exhaustive. L'iceberg sur cette diapositive a pour but de vous représenter la façon dont notre société envisage la violence entre partenaires intimes. Nous avons tendance à considérer la violence physique comme quelque chose d'inacceptable. Et il existe bien d'autres choses. Et on pense que c'est quelque chose qui n'est pas correct à la surface, mais en dessous, il y a tellement d'autres formes de violence qui mènent à un contrôle coercitif. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous arrive plus souvent avant d'introduire la violence physique. Comme la violence conjugale peut se produire entre partenaires intimes, elle diffère de bien des façons des actes de violence commis par des inconnus. Les victimes de violences conjugales et de violences commises par un inconnu sont toutes les deux traumatisantes. Le traumatisme des victimes de violences domestiques est chronique, par contre. Il est considéré comme un traumatisme complexe parce que l'agresseur a un accès permanent à la victime. Les partenaires intimes passent beaucoup de temps ensemble derrière des portes fermées. Il est donc difficile de se protéger contre ce type de violence. Il est plus facile de ne pas voir les signes et les indices qui indiquent qu'une personne qu'on connaît est victime de violence entre partenaires intimes.
en haut de l'iceberg. Nous avons des comportements comme frapper, étouffer, pousser et ainsi de suite. Des types d'actions que la plupart des gens reconnaissent comme comportement violence. Mais sous la surface se cachent des comportements plus subtils et avec une étendue très vaste. Puis ça peut inclure des comportements comme insulter, faire des injures, faire un détournement cognitif, manipuler une personne ou faire des choses qu'il ne veut pas faire. Cette situation est très fréquente chez les conjoints violents et c'est souvent là que la violence commence, c'est-à-dire au niveau verbal. Nous avons ensuite la traque, qu'on appelle harcèlement criminel dans le code criminel. Et ça se produit lorsqu'un conjoint violent surveille les allées et venues d'une personne, soit en la suivant physiquement, soit en utilisant une technologie de repérage ou une activité en ligne, relevé téléphonique, etc. Alors, il s'agit d'un élément important de le contrôle, de savoir tout le temps qu'est-ce que fait et où se trouve le conjoint. Vous voyez, en, en gros, ici, c'est la violence financière. Et puis, on va parler de ça en détail. Mais l'idée est que la violence financière, c'est de restreindre l'accès à l'argent de quelqu'un. Et puis, physique, enfin, il y a aussi de la violence spirituelle pour empêcher la personne d'avoir accès à la pratique spirituelle. Il y a aussi la violence sexuelle dans le contexte d'une relation euh, intime où est-ce qu'on force la personne à être en contact avec du matériel sexuellement explicite ou limiter l'accès d'une personne aux soins de santé sexuelle. Il s'agit de la forme de violence entre partenaires intimes la moins signalée à la police ou à une autre personne, même lorsqu'elle se produit et que nous entendons parler de toutes les autres formes de violence. C'est celle-ci qui est probablement le plus difficile à rapporter ou en parler. Ça peut prendre beaucoup de temps pour la victime, avant que la victime ne parle. Et puis, des fois, les gens sont encouragés à mettre fin à la relation. Les victimes ont conseillé qu'ils quittent leur relation. Puis, malgré tout, la maltraitance perdure souvent avec la traque, les menaces, la maltraitance verbale et physique. Cette période de séparation est particulièrement dangereuse. Ce n'est pas parce que la personne a quitté le foyer qu'elle partage avec le conjoint violent ou qu'elle a mis fin à la relation que la maltraitance s'arrête. En fait, elle a tendance à s'aggraver durant la période de séparation. La victime peut entretenir un lien financier avec son ex-conjoint pendant une longue période après la fin de la relation. Même après avoir quitté la, la, la maison. Alors, on a tendance à penser que de se séparer d'un conjoint violent, c'est quelque chose qui est arrivé lorsqu'il est parti physiquement, mais la violence financière peut perdurer même dans la vie de la victime après ça. Donc, là, il y a l'exploitation financière, c'est un moyen de contrôler une personne, de l'isoler, de la priver de ressources. Il y a à la fois un élément de violence financière et un élément de violence psychologique ici. Pour expliquer exactement c'est quoi la violence financière, la personne va contrôler la capacité d'une personne à gagner, utiliser ou économiser ses propres ressources financières. Donc, c'est le conjoint violent qui demeure en contrôle des décisions financières et qui choisit ce qui est acheté et quand, par exemple. Comme pour toute autre forme de violence, ça peut commencer de manière plus subtile et se développer avec le temps, de sorte que le conjoint violent intensifie lentement son contrôle sur l'autre personne et sur ce qui se passe dans la relation. On parle de contrôle, une fois. L'argent est un outil puissant pour contrôler quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui sans accès à certains moyens financier ou au moins à un emploi? Comme je l'ai dit précédemment, ce contrôle peut se produire même après la fin d'une relation et la séparation. Quelqu'un qui a déjà vécu un divorce ou une séparation même, euh,
qu'il y a de la violence ou non, il sait à quel point ça prend du temps pour démêler les finances. Et les conjoints dominants qui utilisent des tactiques de maltraitance, ils vont tirer parti de ce type de pouvoir pour obtenir le contrôle et conserver le contrôle. Comme vous avez peut-être pu constater dans l'histoire de Roxane, la violence financière est étroitement liée à d'autres types de violences et se produit rarement de façon isolée. Alors, voyons maintenant à quoi ça ressemble dans la pratique. Et c'est utile de noter que cette violence, c'est une chose qui est faite pour nous causer de nous questionner. Est-ce vraiment un comportement de maltraitance? Est-ce que la situation est vraiment si grave que ça? C'est facile d'amoindrir la situation quand on la vit et qu'on ne la voit pas de l'extérieur. C'est comme quand on euh, parle de contrôler le revenu des dépenses. Ça peut être quelque chose comme une personne qui dit non, tu ne peux pas acheter ça, ou quelqu'un qui retient de l'argent d'une personne pour qu'elle ne peut pas acheter quelque chose dont elle a besoin. Des petites choses, d'articles de toilette qu'elle a besoin, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'insister que la personne partage des renseignements financiers. Soyons clairs, personne n'est obligé de partager ses finances. Vous pouvez être marié et ne pas partager des renseignements. C'est une décision mutuelle entre conjoints et lorsqu'une personne l'impose, c'est une sonnette d'alarme. De façon semblable, ça peut être une question de violence financière quand un conjoint décide si l'autre personne peut travailler ou non. Le mot-clé ici, c'est pourrait. Ça dépend de la situation. Si vous discutez avec votre conjoint, la possibilité de retourner au travail, il vous fait part de son opinion. Il dit, OK, je veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, puis s'occuper des enfants, puis peut-être si ensuite il vous surveille pour voir que vous ne faites pas de demande de travail, c'est une sonnette d'alarme. Lorsqu'il s'agit de détruire aussi la code de crédit de personnes, ça peut être une action directe et violente qui peut prendre la forme de l'endettement, la menace, l'intimidation, de l'utilisation des renseignements d'un conjoint pour utiliser les cartes de crédit ou des crédits ou des prêts, c'est-à-dire de voler l'identité, de refinancement d'une hypothèque ou automobile à l'insu du conjoint ou enfin d'utiliser sa carte de crédit à son insu ou sans sa permission. Mais par ailleurs, il est souvent question de coercition qui revient à convaincre le conjoint de s'endetter ou de signer des documents financiers ou à forcer la personne à penser qu'il est préférable qu'une hypothèque ou qu'un prêt soit signé à son nom. Le conjoint peut même convaincre l'autre personne que c'était une bonne idée, puis ensuite ne pas faire les paiements, puis lui reprocher de ne pas s'occuper de ses comptes-là etc. Donc, c'est comme si la personne promet de faire quelque chose de bien, puis je ne sais pas, mais ils vont utiliser le nom et le crédit du conjoint d'une façon quelconque qui a tendance à se produire assez fréquemment, puis ça laisse la personne endettée et dans une impasse. L'accumulation de dettes au nom d'une autre personne a des conséquences très concrètes pour l'avenir de la victime et permet au conjoint violent de maintenir le contrôle. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la violence financière est si puissante et pourquoi nuit-elle tellement à la capacité d'une personne de quitter une relation violente? La violence financière cause des obstacles importants pour les victimes. Psychologiquement, il pourrait s'agir de se demander si on peut se payer un logement, surtout maintenant, alors qu'il y a une crise de logement au Nouveau-Brunswick. Cette question pourrait souvent revenir. Il pourrait aussi s'agir de demander s'il est possible de satisfaire aux besoins financiers des enfants, s'il est possible de trouver un travail et ainsi de suite. La violence financière est le fait de constamment placer une personne dans un état d'insécurité financière, ce qui peut être une raison importante pour laquelle la victime a de la difficulté à quitter une relation violente ou même à y retourner. Non, lorsqu'on ne peut pas répondre à nos besoins fondamentaux, à ceux de nos enfants,
Ça peut être stressant, c'est aussi complètement limitatif, surtout si on ne connaît pas les soutiens qui peuvent nous aider à répondre à ces besoins ou si on n'y a pas accès. Alors, sachant tout cela, la résilience financière peut faire partie de la voie vers la guérison des victimes de violences entre partenaires intimes. C'est pourquoi nous parlons avec vous de crédit et de dette et de façon d'acquérir des propres connaissances. En comprenant le crédit et les dettes, vous franchissez une étape importante dans le développement de vos connaissances et de votre résilience financière. Ce webinaire vise aussi à donner le pouvoir aux personnes qui ont survécu à des relations de maltraitance et violentes. L'acquisition de connaissances financières peut contribuer à briser le cycle qui maintient les victimes dans ce type de relation. Merci beaucoup, Jay, d'avoir partagé tout cela avec nous. C'est très, euh, c'est très intéressant. Euh, Lisa, est-ce que vous pouvez afficher la prochaine conférencière? Euh, je suis ravie de vous présenter Julie Shand Ryan, qui pourra nous partager l'histoire de sa sœur. Julie, vous m'entendez? Oui. Eh bien, merci beaucoup, AJ, et merci à tout le monde. D'être ici pour nous écouter et de m'avoir invité. Je m'appelle Julie Shand Ryan. Je suis l'une des membres fondatrices du Tanya Shand Memorial Fund. J'ai une approche un peu différente dans la façon que je diffuse le message sur la violence conjugale et ses nombreuses formes. Je raconte l'histoire de ma famille, l'histoire de ma sœur. Mais avant, je tiens à souligner qu'il existe actuellement de merveilleux outils pour vous aider lorsque vous travaillez avec des survivants et des survivantes. L'information en la matière s'améliore constamment, mais vous entendrez toujours des victimes dire «Cela ne m'arrivera pas». L'histoire de Tania, de ma sœur, malheureusement, est la preuve que c'est possible. Tania était bien connue et aimée de tous ceux et celles qu'elle rencontrait. On pouvait compter sur elle pour aider toute personne dans le besoin. Elle a grandi à Rothsay, au Nouveau-Brunswick, dans une famille de banlieue, des parents aimants et travaillants, un chien et un chat. Elle passait ses vacances d'été à l'île du Prince-Édouard. Elle travaillait chez McDonald's. Certaines personnes disaient qu'elle menait une vie sécuritaire, moyenne, peut-être même un peu ennuyeuse. Tania était diplômée de la Kennebecasis Valley High School et elle a ensuite poursuivi ses études à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle a obtenu son certificat en massothérapie. Alors qu'elle vivait à Halifax, elle a rencontré son ex-partenaire et a entamé une relation amoureuse avec lui. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle avait décidé de revenir dans sa ville natale, travailler dans ce dans quoi elle avait étudié et élever sa fille plus près de son réseau de soutien. Mais étant donné la relation avec son ex, elle a rapidement rencontré des problèmes financiers et n'a pas pu réaliser son rêve. Peu de temps après le déménagement euh, au Nouveau-Brunswick, à- et elle a emménagé à temps plein avec son ex. Peu de temps après cela, il l'a coupé de son réseau amical et de sa famille. Il se plaignait que sa famille ne l'aimait pas. Il avait de nombreux secrets que Tania a découverts trop tard. Il avait déjà eu deux enfants avec deux relations antérieures. Il ne versait aucune pension alimentaire à ses deux mères. Alors, cela a conduit à une saisie de son salaire par les autorités. Il a commencé à passer d'un emploi à l'autre en essayant d'éviter de payer une pension alimentaire. Il aimait bien jouer euh, au jeu dans des casinos et ainsi de suite. Il a commencé à retirer tout son salaire de la banque afin de pouvoir dépenser ce qui restait après la saisie arrêt pour donner libre cours à cette dépendance. Il a ensuite refusé de donner à Tania de l'argent pour payer sa part des factures. Lorsqu'il finissait par lui donner quelque chose, c'était à contre-cœur et rarement pour le loyer. Il y avait des factures pour le câble, le téléphone, Internet, c'était souvent en retard et notre mère aidait pour les achats d'épicerie. Il avait une voiture lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, mais il n'avait pas de permis de conduire. Elle ne l'a pas découvert avant d'acheter une voiture qui était indispensable pour se rendre à son travail. Il, lui, avait un véhicule avant ça, mais le véhicule était trop vieux. Alors, elle a acheté un nouveau véhicule pour ensuite constater qu'il
lui n'avait pas de permis de conduire. La cote de crédit de Tania était gravement détériorée, alors elle a dû recourir à un prêt à un taux d'intérêt très élevé pour s'acheter un modèle, une vieille voiture pour se rendre au travail. Elle a dû l'affronter pour découvrir la vérité, il n'y avait jamais eu de permis. Alors, en représailles, il a refusé de l'aider à effectuer les paiements mensuels, même si c'est Tania qui le conduisait la plupart du temps pour se rendre au travail et en revenir. Au cours de la relation, sa mère est décédée et elle lui a laissé une petite somme d'argent. Les factures étaient en retard et la situation financière était très difficile. Mais au lieu de l'aider, il a acheté un véhicule tout-terrain, donc un véhicule, un 4 roues. Pendant toute cette période de temps, Tania n'a jamais pu obtenir son permis d'exercer comme massothérapeute au Nouveau-Brunswick parce que, à l'époque, ça coûtait 500 dollars pour obtenir ce permis. La situation financière s'est dégradée très rapidement. Tania ne voyait aucune issue. Elle gardait tout ce qui se passait pour elle-même. Elle travaillait à temps plein, mais ne pouvait pas se permettre de déménager, de s'enfuir. Alors elle a continué à... Elle habitait toujours avec lui lorsqu'elle a été tuée. Ils avaient rompu des mois auparavant. Tania a essayé de passer par Logement Nouveau-Brunswick pour finalement me demander si elle pouvait emménager avec moi. Je suis sûre que c'était très difficile pour elle de me demander cela et elle a dû mobiliser tout son courage et son instinct maternel pour le faire. Il y avait de l'espoir. Tania avait commencé à voir quelqu'un de nouveau. Elle était très heureuse, enthousiaste pour l'avenir. Elle avait lancé des projets pour emménager avec moi, elle et sa fille de 6 ans. Alors tout ça, ça avait commencé. Le jour de la fête des mères, ma mère m'a dit que l'ex de Tania l'avait étranglée et il voulait que je parle à ma sœur. Et ma mère voulait que je parle à ma sœur. Je n'oublierai jamais cette conversation. Je l'ai supplié d'appeler la police, de le dénoncer, de le faire sortir de la maison. Mais elle a répondu, non, non, ne t'inquiète pas, je serai partie dans quelques semaines et je ne veux pas que ma fille pense que son père est un monstre. Eh bien, désolée Tania, aujourd'hui c'est bel et bien ce qu'elle pense. Tania devait officiellement déménager, sortir le 25 mai. Le 22 mai 2013, Tania a été tuée par son ex-partenaire alors que sa fille le suppliait d'arrêter. Il n'a fallu que quelques minutes à la police pour arriver après qu'un appel 911 ait été passé concernant des bruits, une bagarre dans un appartement. Euh, Les intervenants ont quand même dû constater le décès de Tania sur place. Son ex a été accusé de meurtre au deuxième degré et il a été retrouvé mort dans sa cellule une semaine plus tard. Les signes étaient si subtils. Alors, faire la distinction entre une dispute animée et la violence verbale, ça peut être délicat. L'exploitation financière, la violence financière, c'est très difficile à admettre, c'est difficile à comprendre. Comme ma sœur, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger ou qu'ils font l'objet de maltraitance avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, sans le savoir, ils minimisent ou même justifient ces actions de leur partenaire. Ils sont souvent gênés d'admettre à leurs amis et à leur famille que les choses sont graves à ce point-là. Tania est la preuve que les facteurs économiques, éducatifs, raciaux n'ont aucune importance. Elle avait des études postsecondaires. Sa situation économique réelle était due à son contrôle et à ses dépenses à lui. Beaucoup de femmes ne partent pas pour ces raisons financières, pour ces obstacles. Cela peut signifier un changement radical de mode de vie que la plupart des femmes considèrent comme pire que les violences qu'elles subissent. La pandémie, les problèmes de logement, la hausse des taux d'intérêt n'ont fait qu'aggraver le problème. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous parlez à quelqu'un dans ce type de situation, que la patience, c'est la clé. Il y a de nombreuses personnes dans des relations violentes et abusives qui se font dire qu'elles sont tout à fait inutiles. Elles se font dire cela plusieurs fois par jour. Alors, elles finissent par penser mériter la façon qu'elles sont traitées. L'estime de soi de Tania était très faible dans les mois qu'elle a été dans cette relation. Cependant, c'est dans les dernières semaines avant son décès qu'elle a commencé à constater qu'elle avait une valeur. Alors voilà ce qui a peut-être représenté l'élément déclencheur pour son ex. On sait que c'est toujours dangereux quand on veut quitter. Tania était 100% consacrée
à sa famille. Elle a toujours voulu offrir à sa fille la meilleure vie possible. Elle savourait chaque occasion de passer du temps avec elle et tenait à manque beaucoup à tous ceux et celles qui l'ont connue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julie. Je sais que c'est sûrement très difficile pour vous de partager cette histoire avec nous et nous l'apprécions. Merci. Nous allons maintenant céder la parole à Marissa Solos de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. Alors, elle nous parlera de la dette et de dette et de crédit. Alors, est-ce que nous pouvons vous voir, s'il vous plaît? Je suis désolée, Marissa, on ne vous entend pas. Ah, vous m'entendez maintenant? OK. Alors, recommençons. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Merci. Merci à vous. Alors, je m'appelle Marissa Solos. Je suis directrice des communications et des affaires publiques avec la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick. J'aimerais tout d'abord dire que c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et d'écouter les histoires et les expériences que les participants partagent avec nous. J'aimerais vous laisser savoir que je vous trouve très fort que de prendre le temps de partager ces histoires avec nous. Je ressens beaucoup d'humilité. Nous avons entendu parler des répercussions que peuvent avoir le crédit, l'endettement dans ces relations abusives. Ça devient une barrière pour quitter un obstacle. Cela peut avoir des répercussions sur la capacité d'avoir accès au logement et à la sécurité financière. Ça peut également mener à des euh, répercussions négatives sur le bien-être. Alors, parler des questions de crédit et d'endettement après avoir quitté une relation malsaine, c'est un processus complexe et qui prend beaucoup de temps. Et pour beaucoup de personnes, c'est une tâche beaucoup trop difficile. Alors, nous espérons que certaines des informations que nous allons partager aujourd'hui pourront vous autonomiser et mieux vous sensibiliser au sujet de comment reprendre le contrôle, ce qui peut bâtir une meilleure résilience financière. Maintenant, avant de parler de l'incidence du crédit et de l'endettement sur la résilience financière, il faut définir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le crédit? Eh bien, en termes simples, le crédit est une entente que vous concluez avec un prêteur pour acheter quelque chose maintenant et payer plus tard. Le montant dû sur l'achat, c'est la dette. Le crédit et la dette ne sont pas foncièrement des choses mauvaises. La plupart des Néo-Brunswickois ont des dettes. Ça peut être une hypothèque, une voiture, une carte de crédit. Tant que vous effectuez des montants réguliers pour réduire le montant que vous devez, la dette peut vous aider à établir un bon crédit. On a tous entendu parler de bon crédit, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Eh bien, un bon crédit démontre votre capacité à rembourser l'argent que vous avez emprunté, ce qui vous rend plus attrayant, donc moins risqué pour les prêteurs. Si vous avez un bon dossier de crédit, il peut être plus facile pour vous d'emprunter de l'argent ou pour être approuvé pour des prêts. Vous pourrez peut-être également négocier des conditions d'emprunt plus favorables, comme des taux d'intérêt moins élevés. Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer des paiements réguliers sur votre dette, vous pourriez devenir un risque de crédit pour les prêteurs. Les prêteurs peuvent donc être réticents à vous laisser emprunter de l'argent et même si vous êtes toujours admissible à emprunter, vous aurez probablement à payer des taux d'intérêt plus élevés parce que vous présentez un risque plus élevé pour eux. Et donc, bon, vous devez payer des taux plus élevés. Cela peut vous empêcher d'effectuer vos paiements, ce qui signifie que vous devenez encore plus un risque. Alors, c'est un cercle vicieux et c'est la raison pour laquelle l'emprunt responsable est si important. Alors, vous pouvez également constater que ceci peut avoir énormément de répercussions sur votre santé financière s'il y a quelqu'un qui vient profiter de votre situation. Donc, Roxane, par exemple, a partagé ce qui était des signes pour eux, mais qui avait été impossible de voir euh, pendant qu'elle était dans la situation, quand elle essayait de survivre. Alors, l'iceberg qu'on a vu tout à l'heure, le contrôle qu'on a vu peut faire en sorte que ces signes qui semble si facile à reconnaître en rétrospective
eh bien, on ne les voit pas quand on est au milieu de la situation. Alors, nous voulons vous donner un exemple de matériaux éducatifs qu'offre la Commission pour que vous puissiez mieux comprendre les différents types de crédits et de dettes. Ces présentations sont faites en personne. Alors, Lisa, la coordonnatrice de l'éducation, offre ses cours. Il y a du contenu en ligne également. Et nous offrons cela avec vous puisque nous estimons que ceci peut offrir un plus grand contexte pour les conversations quant au crédit et à l'endettement, et c'est un sujet qui semble si difficile. Nous voulons autonomiser les jeunes en partageant ces informations avec eux pour leur aider à avoir de bonnes habitudes et de se rendre compte lorsqu'il y a quelque chose qui cloche. Nous voulons autonomiser les survivants pour les aider à comprendre et à naviguer ce parcours très difficile pour rebâtir son crédit et la résilience financière. Alors, nous allons vous expliquer un peu comment nous partageons de l'information sur ces différentes notions. Il existe plusieurs différents types de crédits. Il y a un crédit à taux fixe, comme les paiements de voiture, l'hypothèque, un crédit pour un bail, et enfin le crédit ouvert. Le crédit ouvert, c'est lorsque vous avez accès à de l'argent si vous en avez besoin. Par exemple, une carte de crédit ou une marge de crédit. Dans notre société, il est assez commun d'avoir besoin d'un crédit quelconque pour réserver un hôtel, louer une voiture ou même pour acheter des choses en ligne. Alors, l'utilisation responsable d'une carte de crédit est une bonne façon d'obtenir du crédit et de payer une dette de façon moins coûteuse possible. Nous allons maintenant donner un exemple d'achat et de paiement avec des cartes de crédit. Ceci peut être une excellente façon de donner un visuel de comment vos comportements peuvent avoir des répercussions sur comment vous finissez par payer. Nous avons Jennifer, Alina et Marc. Les trois ont acheté une télé pour 650 sur la carte de crédit avec un taux d'intérêt de 19,99%. Jennifer, elle, a remboursé 650 sur sa carte immédiatement. Alors, elle a payé 0 d'intérêt. Alors, en payant la carte de crédit immédiatement, elle n'a pas eu besoin de payer d'intérêt du tout. Alina, elle, a fait des paiements mensuels de 50 sur son achat. Alors, elle a fini par payer 89 d'intérêt. Il lui a fallu 15 mois pour payer sa télévision et la télévision a fini par lui payer 739 intérêt compris. Mark, lui, eh bien, il a fait les paiements minimum sur sa télé de 650 et donc il a accumulé 553 en frais d'intérêt. Alors, son téléviseur, finalement, sa télé de 650 a fini par lui coûter 1203 et il lui a fallu des années pour payer. Alors, ça montre les effets cumulatifs des intérêts. Alors, comment est-ce que vous évalueriez ces personnes? Bon, Jennifer, elle, a un crédit, elle a payé immédiatement pour éviter de payer des intérêts. C'est une pratique exemplaire, mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Alina, elle, a fait un prêt de façon responsable. Elle a un bon plan pour rembourser. Alors oui, elle a quelques intérêts à payer, mais elle continue de faire des paiements réguliers. Mark, lui, ne fait que les paiements minimaux, alors il finit par payer presque 2 fois le prix d'achat initial de la télévision. Alors, c'est vraiment une façon de vous montrer les chiffres derrière euh, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites seulement les paiements minimums. C'est une façon de rembourser une dette qui finit par vous coûter très, très cher. Parlons un peu maintenant de marge de crédit et de carte de crédit. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, une marge de crédit, c'est un type de prêt préautorisé qui vous permet d'emprunter de l'argent lorsque vous en avez besoin. Ça s'accompagne généralement d'un taux d'intérêt beaucoup plus bas que d'une carte de crédit et vous pouvez faire des paiements mensuels pour rembourser seulement les intérêts. Les intérêts, par exemple, pourraient être pris automatiquement de votre compte de banque et vous choisissez ensuite combien de paiements additionnels vous voulez faire. Avoir une marge de crédit, effectuer des paiements réguliers, aide aussi à établir un bon crédit. Mais donc, un arbre tombe sur votre toit, les dommages ne sont pas couverts par l'assurance.
et vous avez maintenant à payer d'autres logements pour vous et vos enfants. Dans toutes ces situations, une marge de crédit peut vous donner la flexibilité. Donc, à chaque fois qu'on demande un crédit pour un prêt automobile ou un contrat de location, une hypothèque ou autre, le, le banquier regarde votre rapport qui indique si vous avez l'habitude de faire vos paiements à temps, le crédit dont vous disposez et le niveau d'endettement. Votre rapport de solvabilité est créé lorsque vous demandez un prêt pour la première fois à vos créanciers. Envoie régulièrement des renseignements pour maintenir ça à jour. Les renseignements comprennent les crédits qui sont consentis en votre nom, toute faillite actuelle ou antérieure, les défauts de paiement, les créances en recouvrement et les entreprises qui ont déjà consulté votre historique de crédit. Votre code de crédit est la mesure du risque et le comportement que vous avez qui détermine si on va vous prêter de l'argent ou non. Vous pouvez voir comment tout cela fonctionne ensemble. Comment voir qu'est-ce qui est dans votre dossier de crédit. Les agences d'évaluation du crédit sont réglementées par la FCNB et doivent vous fournir un rapport une fois par année civile, mais c'est à vous de le demander. Vous pouvez demander une copie gratuite de votre rapport de crédit directement auprès de Equifax ou TransUnion. Il y a des liens sur notre site web pour vous aider à le faire. C'est une bonne idée de passer en revue votre rapport de solvabilité avant de faire une demande pour obtenir un prêt automobile, hypothèque ou marge de crédit parce que ça vous évite d'avoir des erreurs de problèmes s'il y a des erreurs de surprise dans votre rapport, surtout si pour les gens qui essayent de se remettre sur pied, ça peut vous vraiment nuire si vous avez un mauvais rapport de solvabilité. Alors, on va parler un petit peu de l'impact de la dette. Imaginez que la personne qui vous demande de co-signer un prêt, c'est votre partenaire intime qui a le contrôle total des finances dans votre relation. Advenant une rupture de votre relation, quelles seraient les conséquences pour vous en tant que co-signataire? Le fait de co-signer un prêt ou une demande de crédit pour votre partenaire peut avoir un impact sur votre code de crédit. Par exemple, tout paiement en retard ou tout défaut, ça va faire un impact sur votre rapport de solvabilité. Ça, c'est déjà arrivé. Les gens ici aujourd'hui nous ont raconté des histoires où est-ce que même s'il y a un paiement, mettons, en retard, si vous essayez de reprendre ça après, ça peut avoir un effet négatif sur votre capacité d'avoir un prêt à l'avenir. Alors, s'il y a des surprises comme ça dans votre rapport de solvabilité, ça peut prendre du temps de démêler tout ça pour que ça soit corrigé et que vous puissiez vous me mettre sur pied puis regagner le contrôle sur votre situation. Ça peut être difficile d'enlever le nom d'un co-signataire d'un prêt existant parce que la personne qui emprunte l'argent, le primaire, devrait qualifier pour un refinancement qui doit donc appliquer puis être approuvé pour un nouveau prêt. Et puis, ou sinon, il faudrait rembourser le prêt entièrement pour vous libérer des obligations. Donc, c'est vraiment difficile de se démêler de tout cela. Et c'est simplement un exemple que ça peut être tellement difficile, que ça peut avoir un impact dévastateur sur votre capacité d'obtenir un prêt vous-même. Les taux d'intérêt, la période d'amortissement, les frais additionnels, le coût total de l'emprunt sont toutes des choses qu'on devrait vous faire expliquer par le prêteur avant de signer le prêt. Donc, vous écoutez l'information, vous êtes mêlé, vous ne savez plus de quoi il parle. L'employé de la banque ou le prêteur devrait être capable de prendre tout le temps pour répondre à toutes vos questions. Et puis, c'est un signal d'alarme si vous vous sentez sous pression.
mettons, que ce soit par la banque ou par votre partenaire, de signer un papier quand vous n'êtes pas à l'aise. Un autre effet possible sur votre crédit, c'est le fait d'avoir trop de cartes de crédit. Souvent, on vous demande dans les grands magasins ou les autres détaillants si vous voulez faire une demande de carte de crédit. Vous pourrez même offrir des avantages ou des incitatifs pour s'inscrire. Mais ça peut avoir l'air attrayant parce que là, on peut faire des achats facilement à cet endroit-là, mais le fait d'en avoir trop, ça peut travailler contre vous parce qu'on regarde tout votre crédit potentiel parce qu'ils savent que vous pouvez tout dépenser à un moment donné. Alors, s'ils pensent que vous n'êtes pas capable de repayer, votre cote de crédit va descendre. Donc, dès que vous demandez n'importe quelle sorte de crédit, y compris le carte de crédit, ces demandes s'accumulent et de multiples demandes aussi peuvent avoir un impact négatif sur votre code de crédit. Enfin, si vous avez trop de produits de crédit à votre nom, ça peut entraîner un cycle d'endettement difficile de briser. Donc, avant de signer tout produit de crédit, comme une carte de crédit, une marge de crédit, vous avez le droit de poser des questions. Et si vous sentez une dépendance où vous devez euh, quitter un partenaire. Si vous avez de la dette dans cette relation, ça rend la relation plus difficile à quitter. Donc, imagine qu'il faut quitter cette relation du jour au lendemain et vous laisser de la dette derrière vous. C'est un chemin très difficile pour s'en sortir. Et c'est là où souvent les gens vont peut-être revenir dans la situation malsaine euh, où est-ce qu'il y a le contrôle à la coercion parce que ça semble pour eux la seule possibilité. Alors, nous espérons qu'en présentant ces renseignements sur le crédit et l'endettement au plus grand nombre de personnes possible, nous pourrons leur donner la capacité et le courage de franchir les premiers pas menant à la résilience financière. Ces ressources peuvent vous aider à comprendre les prochaines étapes à suivre pour vous libérer de vos dettes, obtenir du crédit ou simplement pour acquérir vos propres connaissances financières. La FCNB a quelques ressources sur son site web pour, par exemple, euh, des choses ici sur le diapo et qu'on va vous partager aussi dans le chat pour que vous sachiez comment obtenir votre rapport de crédit et de euh, faire un pas vers la résilience financière. On a un outil pour créer un budget équilibré. On a un document qui s'appelle gestionnaire de documents. Ça, c'est un outil qui vous permet de dresser la liste des documents financiers et importants dont vous pourrez avoir besoin pour devenir financièrement résilient et de noter l'endroit où ces documents sont conservés. Il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser, faire avec ce document que vous pouvez comme tenir compte des documents importants, que ce soit l'information sur l'assurance ou sur les assurances, les comptes bancaires et tout ça. Et puis, vous pouvez laisser ce document à quelqu'un d'autre qui a besoin de savoir les choses si vous n'êtes plus là. Ensuite, il y a un document, un programme qui s'appelle Investir dans son avenir, guide de la résilience financière à l'intention des femmes. Alors, c'est un programme de littératie financière qui a été créé pour répondre à des situations auxquelles les femmes font face, de naviguer notre vie financière particulière. Donc, si vous voulez plus de renseignements pratiques, eh bien, comme je l'ai mentionné, on a des présentations à des groupes, on a aussi des programmes d'éducation financière qui sont disponibles dans la communauté, d'autres fournisseurs. Si vous voulez aussi avoir un support personnel. Et ça peut être les premières étapes pour vous aider à devenir plus résiliente. Alors, ça peut vous aider pour votre avenir. Donnez-vous les ressources, les outils pour vous aider à gérer vos finances. D'autres
ressources. Ça peut être comme des podcasts, des blogs pour aider des gens à créer une base financière. Mais il y a plein de documents écrits, ou sur Balado ou enfin différentes choses pour différents styles de personnes. Qu'est-ce que vous aimez écouter les choses ou voir les choses, etc. Donc, vous pouvez vous assurer, vous savez qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Et il faut aussi vous assurer d'obtenir de l'information auprès d'une ressource réputable. C'est pas toutes les vidéos sur YouTube ou pas tous les podcasts ou les blogs qui vous donnent la bonne information. Il faut toujours voir qui vous donne cette information et s'assurer que vous avez cette information de la part d'une source à bonne réputation. Il y a certaines choses qu'on voit sur les médias sociaux, si ça peut être un peu, toujours un peu euh, euh, plus ou moins correct. OK, donc voilà, c'est ça qu'on a pour vous de la part de FCNB. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à participer à cette discussion et je vais maintenant passer la parole à Tamara qui va parler des autres ressources disponibles au Nouveau-Brunswick. Merci, Marissa. Merci pour cette occasion. La littérature financière a toujours été une passion pour moi et j'ai vraiment une chance de travailler dans ce domaine. Nos finances ont un impact sur toutes les parties de nos vies et ça peut nous rendre vulnérables dans certaines situations d'abus. Les finances peuvent vous empêcher de faire des décisions que vous aimeriez faire. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous donner une perspective sur comment vous pouvez gérer vos finances avec des changements dans votre vie et d'avoir du succès. Toute situation est unique. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent vous aider. À commencer par aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour aider vos finances à l'avenir, c'est par exemple, quand vous regardez vos expériences avec la littératie financière, les buts de la session d'information d'aujourd'hui, la première chose à penser, c'est vous qui êtes votre plus grosse ressource. Même si vous vous sentez perdu avec l'argent, vous savez beaucoup plus à votre sujet que qui que ce soit d'autre. Il faut se souvenir de ça quand vous prenez des décisions financières. Quand vous êtes sur votre chemin, vous aurez plus de connaissances, de compétences et de confiance. Alors, on va commencer. Savez-vous à quoi ça ressemble votre situation financière? Pas tout le monde le sait. Des fois, on a une approche de mettre la tête dans le sable ou des fois, on n'a plus jamais pu participer à des décisions financières. Est-ce que vous avez un compte bancaire dans votre... Non. Des fois, les gens ne l'ont pas. Est-ce que vous avez du crédit dans votre nom? Des fois, vous pensez que vous en avez, mais vous n'avez pas lu ce que vous avez signé. Quelles sont vos ressources? Il y en a tellement. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ça, c'est vraiment un élément clé parce que toute situation est unique. Alors, savez-vous à quoi ressemble votre situation financière? Eh bien, pendant ce temps, vous avez eu beaucoup de choses à faire et des fois, les finances peuvent vous donner beaucoup d'anxiété. Savoir ce qu'on a besoin financièrement, c'est vraiment important. Et puis de faire une liste de ce qu'il vous faut payer, votre logement, vos aliments, vos services, votre dette. Qu'est-ce que tout ça, à quoi tout ça ressemble? Il faut comparer ça à votre revenu et les sources. C'est la première chose à faire pour comprendre votre situation financière. Et donc, vous aurez des connaissances qui vont vous aider à aller de l'avant. Avez-vous un compte bancaire dans votre nom, à vous seulement? C'est la première chose à faire. Des fois, on a donné accès à quelqu'un à notre compte et des fois, les comptes peuvent être gelés. Si vous avez un compte dans votre nom personnel, ça vous permet d'avoir de l'argent en sécurité jusqu'à la possibilité de clarifier les choses avec les finances partagées. Maintenant, il faut vous demander. Est-ce que je devrais établir une autre banque? Ça peut aider si vous voulez couper tous les liens. Alors, est-ce que vous avez des états financiers qui ont la bonne information? Regardez dans vos tiroirs. Avez-vous des copies des documents bancaires que vous avez signés? Il faut toujours garder des copies.
Et puis, est-ce qu'il y a plusieurs institutions financières? Ça peut demander plusieurs rendez-vous. Il faut parler à votre banque par tout ce qui se passe. Ça peut être difficile, mais ça vaut le coup. Votre banque vous donne un imprimé de vos comptes, ce qui va donner toutes vos dettes euh, et vos épargnes à la banque. Et vous allez voir si c'est un compte conjoint. Et puis, une chose qu'il faut savoir, si vous avez de l'investissement avec cette institution-là, ça peut être dans une entité séparée et ça va pas peut-être être montré avec vos comptes de tous les jours. Alors, si vous pensez que quelque chose manque, il faut continuer à chercher. Avez-vous un crédit dans votre nom? Pour certaines personnes, ça peut être difficile. Peut-être vous avez une hypothèque, un prêt d'auto, marge de crédit, des cartes de crédit avec deux noms. Puis ça peut être difficile de vous enlever ou d'enlever l'autre personne. Toute situation est unique, mais des fois, quand il y a de l'abus, la personne peut se trouver dans une situation où est-ce qu'ils ont signé des documents euh, comme ils ont été coercés à signer des documents où ils ont signé des choses juste pour garder la paix. Donc, la première chose, c'est de voir qu'est-ce que vous avez comme compte conjoint. Ou est-ce qu'il y a deux noms? Avez-vous garanti un prêt pour quelqu'un? La prochaine chose que vous devez faire, c'est de regarder qu'est-ce qui est la documentation que vous avez gardée. Est-ce que vous avez acheté des meubles ensemble? Est-ce que c'est payé? Sinon, des plans de paiement qu'on pense que la compte est terminé, mais ce n'est pas toujours le cas avec des plans de paiement ou des paiements par installation. Comme Lisa a mentionné, il faut avoir une copie de votre rapport de crédit. Mais vous savez, des fois, il peut y avoir des services offerts. Ça peut coûter cher. Donc, si on veut dépenser pour avoir moins d'anxiété, ça, c'est une chose. J'avais une amie qui a fait un divorce. Elle a décidé d'avoir un service et puis pour elle, c'était correct de payer pour s'assurer que son nom a été enlevé des dettes. Alors, quelles sont vos ressources? C'est peut-être votre banque. Ça peut être une ressource qui peut vous aider. Une fois que vous connaissez votre situation, vous leur demandez qu'est-ce que eux pourront faire pour vous. Ça peut être de transférer des comptes à votre nom. Des fois, vous êtes dans une situation où la banque ne peut pas vous aider. Ça ne prend pas beaucoup de recherche sur Google de voir qu'il y a plusieurs façons de gérer votre dette et des endroits qui peuvent vous aider. Faites des recherches. Savez-vous le nom de l'organisation? Est-ce que vous avez déjà entendu? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait affaire avec l'organisation? Quel service est-ce qu'ils offrent, cette organisation? L'Agence financière des consommateurs du Canada, FCAC, a une page de ressources qui va vous donner un survol sur les services qui peuvent vous aider avec votre dette. Ça peut valoir le coup ici à managingdebt@canada.ca. Quand vous allez voir vos options et votre recherche en ligne, vous allez voir des choses comme il faut payer la dette vite, rapidement, régler, reprendre, avoir la vie changée. La liste est longue, enfin. Euh, mais il y a des fois des liens pour vous aider à trouver une ressource financière. Mais vous devez donc déterminer si le service est accrédité ou qu'il y a des permis. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça tout seul, il y a une sorte de counseling que vous pouvez obtenir. C'est un counseling sans but lucratif. Avec des sites web comme ça, vous allez trouver un conseiller qui va vous aider avec votre situation actuelle, qui va vous aider à développer un budget, peut vous référer aux bons services dans votre communauté. Il peut aussi vous aider à établir un plan pour repayer les dettes. Travailler avec vos créditeurs ou vos créanciers pour avoir un plan que vous êtes capable de payer. Dépendamment de votre situation, il peut vous aider à régler des dettes. Et puis, ils ont aussi des fiduciaires qui peuvent vous aider. C'est LIT ou trustee ou fiduciaire, qui peuvent vous offrir une révision financière, une discussion. Ils peuvent vous aider à trouver quelles sont vos options.
Il se trouve dans le bureau de surintendant de la faillite et ils offrent des différents services financiers. Alors, comme ça, ils peuvent vous aider à avoir une faillite ou qui peut vous obtenir euh, un pardon de dette, enfin. Euh, c'est toutes les choses que les fiduciaires peuvent faire pour vous. Il y a aussi le règlement de la dette et puis il y a des groupes qui peuvent vous aider à faire ça. Donc, il y a plusieurs étapes que vous pouvez faire, mais il faut faire la recherche. Donc, tout service qui vous aide avec la dette devrait vous donner toutes les alternatives et vous donner le temps de prendre une décision éclairée. Votre situation financière n'arrive pas d'un jour au lendemain, donc ça ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Il y a des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire, premièrement, tout ce qui a votre nom dessus, vous êtes responsable. Donc, si vous avez co-signé une carte de crédit conjoint et vous voulez voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça immédiatement, est-ce qu'il y a une façon de payer ça? Comment vous pouvez faire un arrêt dessus? Même si vous avez une entente que l'autre partie va payer la dette, ça va avoir un effet sur votre crédit tout jusqu'à ce que c'est payé. Donc, c'est bien de payer ça en premier parce que ça a un impact sur votre situation. Alors, prenez des décisions qui sont meilleures pour vous financièrement et des fois, la situation euh, va vous permettre d'explorer vos options et de prendre des décisions. Bon, peut-être que euh, l'endettement n'est peut-être pas votre principal problème, mais après ce que vous avez vécu aujourd'hui, après ce que vous avez entendu, vous serez mieux informé sur votre situation financière. Parfois, nous devons nous tourner vers une ressource dont nous disposons pour joindre les deux bouts. Et parfois, vous devez vous tourner vers d'autres ressources. Par exemple, vous pouvez vérifier avec des organisations au but non lucratif qui pourraient vous aider avec le logement, la sécurité de l'alimentation. Il y a des organisations qui peuvent vous aider avec des programmes de Noël et ainsi de suite. Le Nouveau-Brunswick a un service 211 qui peuvent vous aider. Il y a également un site web 211.ca qui peut vous orienter vers les divers services offerts dans votre communauté. Vous constaterez également que ces services vous mettront en contact avec d'autres services au fur et à mesure. Ça dépend de la situation. Il y a également des cliniques fiscales gratuites, canada.ca. Le groupe qui organise ces cliniques a tendance à offrir des services communautaires additionnels également. Ce type de choses peut beaucoup aider. Mais sachez que peu importe votre situation, il existe des ressources pour vous aider et vous n'êtes pas seul. Tendez la main et vous trouverez qu'il y a de l'aide à l'autre bout. Je vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée de parler. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé ces ressources-là avec nous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant céder la parole à la caporale Kelly McIntyre. Ça va, vous m'entendez? Excellent. Alors, bon après-midi à tous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais terminer cette présentation en parlant de choses concrètes, donc ce que moi je fais comme policière. Je reconnais des personnes à l'écran, des personnes que j'ai déjà vues. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle la caporale Kelly McIntyre, policière du service de police régional Kennebec 6. En plus d'être policière de patrouille à temps plein, je suis également coordonnatrice de violences domestiques pour notre bureau. Une partie de mes tâches consiste à examiner tous les dossiers de violences conjugales qui arrivent sur notre bureau afin de garantir que nous fournissons à la victime le meilleur service possible, le meilleur résultat. Ça peut être des accusations ou de simples conseils ou quoi que ce soit. Je respecte les victimes. Je peux vous assurer cependant que les choses ont beaucoup changé, pas seulement dans mon travail, mais dans le travail de nombreuses personnes depuis le début de 2020. Il est clair que la pandémie a engendré des défis uniques, a exacerbé des problèmes préexistants et a même introduit de nouvelles complexités dans le domaine de la violence entre partenaires intimes. Au cours des premiers mois de la COVID, la police et les maisons de transition, les travailleurs chargés de la lutte contre la violence, eh bien, on a reçu très peu de références de victimes de violences entre partenaires intimes. On peut penser qu'aucune nouvelle, c'est de la bonne nouvelle, mais si on n'entend pas parler des victimes, dans notre cas, nous nous inquiétons. Et ce que nous avons constaté pendant ce temps-là, c'est que les victimes, les personnes avec qui on travaillait régulièrement, tout à coup étaient
enfermés avec leur agresseur. Leur agresseur pouvait facilement exercer un contrôle total. Lorsque les restrictions liées à la COVID ont commencé à être levées, il y a eu une augmentation dans les appels à la police. Alors, les maisons de transition ont signalé une augmentation de 39 d'appels depuis le début de la COVID. Donc, des appels pour demander des services, des appels pour des situations violentes. Alors, dans cette période de temps-là, une augmentation de 39. On a commencé à travailler avec des familles avec lesquelles on n'avait jamais travaillé dans le passé. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, la perte d'emploi, une anxiété accrue, le travail à distance. Cela a créé un environnement instable, contribuant à l'augmentation des incidents de violence domestique. L'exploitation financière n'est pas toujours reconnue comme une infraction pénale. C'est quelque chose que nous pouvons présenter aux tribunaux pour une victime, mais ce n'est pas quelque chose où nous pouvons porter des accusations en ce moment. Cependant, ça gagne de la visibilité et ça devient quelque chose d'important dans la violence conjugale. Le stress à la maison a été accru dans cette période de temps. Il y a des familles où les gens ont perdu leur emploi, les gens travaillaient de la maison. Il y avait une anxiété générale. Les agressions étaient en augmentation, ce qui nous inquiétait. C'était inquiétant pour les victimes aussi. Davantage d'abus mental, émotionnel. Et parce que je regarde tous nos dossiers et je parle avec d'autres coordonnateurs partout dans la province, il y en a pour chaque agence municipale, eh bien, j'ai constaté que l'abus financier était en augmentation. Et bon, ce n'est pas une infraction criminelle, mais c'était devenu quelque chose de régulier, pas juste au Nouveau-Brunswick, mais à l'échelle nationale. Le cas dont on a entendu parler ce matin, les cas de Julie Chandryan et de Roxanne McCarthy, eh bien, ce sont des cas beaucoup trop réels dans notre province. Je connais les deux histoires et j'ai en fait eu à répondre à l'homicide de Tania. J'étais la première arrivée sur la scène pendant cet appel-là. Donc, les abus financiers sont signalés en augmentation. Ce sont des obstacles qui empêchent les victimes de quitter la relation. On les empêche de dépenser de l'argent, on prend de l'argent de leur compte sans autorisation. Alors, dans notre communauté, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes avec beaucoup d'argent dans la communauté, mais ça mène à d'autres problèmes. Nous voyons que les abuseurs utilisent de l'argent pour leur dépendance et il y a certainement eu une augmentation dans les dépendances, que ce soit les drogues, l'alcool ou le jeu. On voit de plus en plus de dépendances depuis la COVID. Alors, il y a des victimes dont les comptes entiers sont vidés, les cartes de crédit, de débit sont retirées. Et nous voyons également, surtout dans les personnes âgées, on voit que souvent, on n'offre pas les nécessités de la vie, que ce soit des médicaments ou parfois, ils n'ont pas suffisamment d'alimentation, on ne met pas de chaleur dans leur maison. Et vous avez probablement vu, bon, j'ai envoyé des textos pendant cette présentation parce que j'étais en train de travailler un autre cas avec le développement social. Il y a une femme avec des enfants et ils ont fermé leur chaleur. euh, ils ont donc, lui ne leur permet pas d'utiliser le four pour cuisiner, ne lui permet pas de mettre de la chaleur dans la maison et elle ne peut pas quitter. Elle fait l'objet d'abus financiers. Alors, ce sont des situations concrètes qui se passent. Je l'ai déjà dit, dans notre province, il y a eu une augmentation de 39 de la violence entre partenaires intimes depuis le début de la COVID. Alors, pour que vous sachiez que c'est réel dans notre province, une femme sur quatre dans notre province est victime de violences entre partenaires intimes. Et c'est une statistique que l'on connaît beaucoup, mais moi, je m'inquiète toujours des cas dont on n'entend pas parler. Moi, je suis certaine que ce chiffre-là est beaucoup plus élevé pour les victimes. Voici certaines des statistiques récentes pour le Nouveau-Brunswick. Je veux que vous compreniez parce qu'on pense que, bon, on habite dans une petite province où tout le monde se connaît et que ça n'arrive jamais. On pense à ces incidents qui arrivent dans les grandes villes. Mais voici ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Nous avons un des taux les plus élevés de violence au foyer du Canada et nous avons le taux le plus élevé de violence entre partenaires intimes des provinces maritimes. Donc, en en 2018, nous étions au troisième rang pour la violence envers les femmes et les filles. Et nous avons, depuis plusieurs années,
Nous avons enregistré le taux de meurtre-suicide le plus élevé. Nous sommes dans une communauté rurale, il y a beaucoup d'armes à feu, alors on a les taux les plus élevés de meurtre et de suicide, et plus élevés que n'importe où ailleurs au Canada. Et 70% de tous ces homicides se produisent dans des petites villes. Vous savez, le Nouveau-Brunswick a beaucoup de régions rurales et voilà où ces incidents ont lieu. Il y a quelques sites, je pense qu'on va les mettre dans le clavardage. Il y a différents sites web vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous travaillez avec les femmes, si vous essayez d'offrir de l'information, que ce soit pour des présentations ou des familles générales. Donc, l'amour, c'est le respect, love is respect. J'adore ce site web-là, surtout si je travaille avec les jeunes. S'il y a quelque chose que je n'ai pas mis là, bon, les femmes entre 16 et 24 ans sont les plus à risque de violences entre partenaires intimes dans notre province. C'est un chiffre, une statistique qui peut sembler bizarre parce que les gens pensent, bon, c'est lorsque vous vivez à la maison, vous avez des enfants, mais en même temps, on voit beaucoup de personnes plus jeunes qui se tournent vers nous pour obtenir nos services. Alors, les plus jeunes, la plus jeune victime, elle avait 12 ans, la plus jeune victime que j'ai vue. Alors, ça peut vous surprendre, mais ça devient quelque chose que nous voyons partout dans nos bureaux. Et même dans ces cas-là, il y a souvent des questions d'abus financiers. La violence entre partenaires intimes, pour moi, a toujours nécessité des réponses de différentes organisations. C'est une réponse communautaire pour lutter contre ce problème. Mais la situation évolue. Alors, les efforts de collaboration avec les maisons de transition, euh, les séminaires comme celui-là aujourd'hui, tout cela est nécessaire pour offrir un soutien compréhensif et exhaustif aux personnes affectées. L'abus financier, c'est un outil puissant qui permet aux agresseurs de maintenir le contrôle et le pouvoir sur leurs victimes. Je vois tout cela les jours. J'ai eu deux situations à gérer cette semaine et il faut que nous abordions cela comme communauté. Il faut faire davantage de sensibilisation sur ces formes d'abus et de violence. En l'abordant de plusieurs angles, eh bien, par exemple, vous devez créer un environnement qui offre plus de soutien aux victimes et aux survivants. Alors, il est louable que vous travaillez activement pour relever ces défis et pour offrir un soutien aux victimes de violences conjugales, de violences entre partenaires intimes. Bon, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, alors c'est un survol rapide, mais pensez à ce qui se passe dans votre propre province. Souvent, on se dit, bon, le Nouveau-Brunswick, c'est un endroit très sécuritaire, et c'est pas faux, mais nous avons un problème de violence entre partenaires intimes dans cette province. Merci. Merci, Kelly, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Il y a tellement de personnes dans la communauté qui respectent le travail que vous faites. Nous avons maintenant le temps pour répondre aux questions. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage. Il y a une boîte de questions et réponses. J'en vois quelques-unes qui entrent, des commentaires. Alors, nous pouvons maintenant répondre aux questions. Alors, pour nos conférenciers, Marissa, j'ai remarqué que vous avez allumé votre micro. C'était parce que vous vouliez répondre? Ah, on ne vous entend pas. Oui, oui, j'ai deux boutons sourdines. Ça devient très difficile. Je suis désolée pour cela. Alors, je constate qu'il y avait une question en ce qui a trait aux enfants. Comment est-ce que on leur parle d'abus financiers? Alors, à la commission, nous n'avons pas de ressources précisément pour cela, mais nous avons un programme qui a été élaboré pour les parents afin que nous puissions, afin d'appuyer les parents pour les aider à parler d'argent avec leurs enfants. Alors, ça peut aider à jeter les bases pour comprendre quels sont les bons comportements financiers et où est-ce qu'on met les limites, afin de comprendre des notions de base que les jeunes verront au cours de toute leur vie. J'aimerais ajouter quelque chose, Marissa.
Il y a également, bon, le groupe d'investisseurs a un programme pour enseigner aux enfants à un très jeune âge, pour leur parler de finances. Et c'est quelque chose que nous apportons dans notre communauté. Euh, Nous allons faire ça en 2024. Il y a d'autres communautés qui ont reçu du financement dans un programme euh, de lutte contre les armes à feu et les gangs. C'est une subvention fédérale. On a parlé récemment dans une réunion provinciale de comment on pourrait mieux faire connaître ces ressources dans les prochaines années et j'espère que vous allez voir cela davantage dans vos communautés. Merci d'avoir partagé cela. Il y a une autre question. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? On a déjà répondu à celle-là. J'aimerais ajouter quelque chose. Mary, Mary Ellen a posé une très bonne question, alors je vais la lire. Alors, elle demande, comment est-ce que nous pouvons aider les femmes qui n'ont pas la documentation qu'il leur faut pour devenir indépendantes du point de vue financier? Avant, on pouvait commencer avec une carte de bibliothèque, mais ce n'est peut-être plus le cas maintenant. Alors, comment pouvons-nous aider les femmes qui n'ont pas nécessairement la documentation qu'il leur faut? Moi, je pense, par exemple, aux immigrantes, par exemple, qui n'ont peut-être pas tous les documents auxquels ou- qui n'ont peut-être pas tous ces documents qu'elles auraient besoin. Je peux essayer de répondre. Parfois, il y a des organisations à but non lucratif qui peuvent aider. Alors, on peut, bon, par exemple, à Saint-Jean, il y a 5 quartiers prioritaires. Chacun a un navigateur qui peut aider à gérer le système. Et c'est, bon, surtout si on parle de nouveaux arrivants, il y a des organisations précisément pour aider les nouveaux arrivants. Alors, il peut y avoir du financement pour les aider. Parfois, ils peuvent payer pour avoir une carte d'identité, c'est pas toujours garanti. Mais bon, on peut vous aider à passer à travers les différentes étapes pour savoir comment gérer. Alors, ce serait une bonne façon de chercher un soutien pour cette documentation. Bon, nous avons Hesty House, mais il y a plusieurs autres maisons de transition dans la province. Parfois, les gens pensent qu'il faut absolument se tourner vers une maison de transition et dormir là. Mais non, il y en a beaucoup qui ont des programmes de jour qui peuvent aider les femmes à naviguer. Vous pouvez entrer et travailler avec quelqu'un. Il y a également une deuxième maison de transition, Second Stage, avec Julia Forgraves qui aide les gens dans le besoin. Alors, elle navigue ces questions-là pour nous. Ce sont deux organisations dans votre communauté vers lesquelles vous pouvez vous tourner et qui peuvent aider les femmes à naviguer. Vous n'avez pas besoin de rester et passer la nuit dans ces maisons de transition. Il y a une autre question. Est-il rare pour les hommes d'être l'objet de violences ou d'abus financiers de la part de leur partenaire, peu importe le genre? Oui, je peux commencer par y répondre et peut-être que d'autres voudront ajouter quelque chose. Le pourcentage, bon, en fait, les statistiques démontrent que habituellement, ce sont les femmes ou les personnes issues de la diversité de genre qui sont les victimes, les survivants. Souvent, les agresseurs sont des hommes à 89%. Je n'ai pas les statistiques exactes devant moi, mais c'est dans les 80 en tout cas, de ce que je me souviens, dans les 80%. Pour les femmes, bon, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas être agresseurs, mais elles ne le sont pas souvent. C'est un problème quand même assez genré ici qui a tendance à faire en sorte que ce sont les femmes et les personnes issues de la diversité de genre qui sont les survivants. Ça peut arriver. Kelly, vous vouliez dire quelque chose? Bon, et les statistiques vont différer, mais je pense que vous l'avez très bien indiqué. Jay, vous avez dit que de façon générale, c'est une question genrée, mais bon, si je pense à nos statistiques, 4% de tous les cas de violence entre partenaires intimes que nous voyons, ce sont des hommes. Bon, je ne dis pas que ça n'arrive jamais,
Il y a certainement des problèmes qu'on ne signale pas toujours les problèmes, mais de façon générale, c'est un problème que ce sont les femmes qui vivent. Merci beaucoup. Je pense qu'on a passé à travers la plupart des questions. Et il est 15h30. Il y a une personne qui pose une question sur les programmes du gouvernement. Alors, vous pouvez aller visiter le site web de développement social ou vous pouvez communiquer avec Égalité des femmes. Alors, moi-même ou Jay, on peut vous aider avec cela. Alors, j'aimerais vous remercier de votre présence. Nous apprécions que vous ayez venu, que nous apprécions votre présence. J'aimerais surtout remercier les survivantes, les panélistes, aussi les organisateurs, les interprètes. Nous apprécions le temps et les efforts de tout le monde. Merci beaucoup et nous espérons vous revoir bientôt. Merci beaucoup.